Hey, ça fait longtemps. Ouais, en fait, le rythme en ce moment, c'est infernal, c'est un carnage et c'est entièrement ma faute parce que parfois, très souvent, la plupart du temps, j'ai la flemme de filmer. Mais j'espère que vous allez bien, que vous mourrez pas sous la chaleur, que vous passez de bonnes vacances si vous en avez. Moi, ça va. Voilà, c'est tout. J'ai commencé mon nouveau job d'étudiant. Et bref, on n'est pas là pour ça. Mais au niveau lecture, j'ai lu quand même pas mal de livres, mais à chaque fois, c'est pas des livres qui me motivent pour les présenter sur ma chaîne, parce que soit ce sont des livres que j'ai aimés mais vraiment sans plus, j'ai pas grand chose que je trouve intéressant à dire, ou alors ce sont des livres qui m'ont déçu, que j'aime pas, du coup j'ai pas envie de perdre plus de temps avec eux, ou alors ce sont des livres d'auteurs, d'autrices problématiques, du coup j'ai pas forcément envie de les mettre en avant. J'ai commencé également des vlogs, parce que voilà, je me suis dit bon, il faut alimenter cette chaîne. Entre autres, j'ai commencé un vlog sur le trône de Jasmin de Tasha Souris, qui est publié chez... chez Hachette je crois, et je suis un peu déçue parce que j'arrive pas vraiment à me mettre dedans. Du coup j'étais pas motivée pour tourner vraiment le vlog parce que bah ça m'inspirait pas du tout en termes de critique et d'analyse. Je suis pas attachée plus que ça au perso. Au niveau des conflits politiques, des enjeux, de tout ce qu'il y a autour de la rébellion, c'est intéressant, mais comme je vois tout ça avec un certain détachement, bah du coup je me sens pas forcément investie, ce qui est très dommage. En plus c'est une romance lesbienne, donc c'est rare et c'est original et c'est super cool en termes de représentation, mais la romance s'est développée beaucoup trop vite, les sentiments ont éclos vraiment très rapidement, donc c'est pas vraiment un slow burn et donc voilà, je suis pas plus attachée que ça. Il y a plusieurs romans également qui m'intéressent, notamment le tome 2 du Trône de Fer. Alors je vais pas présenter tout le tome 2 parce que je lis en intégrale, du coup chaque tome fait à peu près 1000 pages. Mais j'ai fini ma relecture de l'intégrale 1 parce que j'avais déjà lu en français il y a quelques années, et pour me replonger vraiment bien dans l'univers pour entamer la suite, bah j'ai décidé de le relire, et cette fois-ci en anglais. Je voulais tenter le coup parce que quelqu'un dans les commentaires m'avait dit que c'était hyper abordable, alors que de base moi ça me fait peur, et en fait ouais, c'est super abordable, c'est plus abordable qu'en français parfois, parce que je trouve que le français ça fournit énormément d'efforts pour offrir un langage hyper soutenu, presque moyenâgeux. Je me plonge dans l'intégrale 2 du Trône de Fer, et il est traduit par Jean Sola je crois, et j'arrive pas. J'ai lu quelques pages et ça me donne mal à la tête. Je trouve que les tournures de phrases, elles sont alambiquées, elles sont beaucoup trop tournées quoi, et je suis en mode mais pourquoi tu te casses autant la tête mec. Enfin bref, voilà, c'est pas assez fluide pour moi, c'est très très lourd. On verra, soit bah je rebasculerai en anglais, soit je lirai en français, mais j'aime bien essayer de lire en français, du coup acquérir du vocabulaire et profiter de la beauté de la langue française. Il y a quelques semaines, j'ai participé en tant que bénévole aux estivales de l'illustration qui se déroulent à Montferrand-Savès. C'est une petite commune, un petit village vers Toulouse à peu près, grosso modo. Et c'était super cool en fait, c'était un festival sur 5 jours en plein air, avec beaucoup d'activités qui étaient concentrées sur l'illustration jeunesse et même l'illustration tout court, parce que bah, les albums jeunesse peuvent être également destinés aux adultes. Et c'était super sympa, franchement, si vous avez l'occasion l'année prochaine d'y aller, n'hésitez pas à aller faire un tour. En plus c'est en plein air, il faisait pas trop chaud, c'était grand, il y avait des rencontres, il y avait des animations, des ateliers artistiques, enfin surtout pour les enfants, il y avait un cinéma en plein air, il y avait un petit concert, enfin de la musique, il y avait un petit marché nocturne, enfin il faisait pas nuit parce que à 18 h maintenant voilà il fait soleil, mais c'était trop bien parce que tu découvrais des artistes et tout, bref c'était trop cool. Et j'ai acheté 2 albums, alors bon c'est pas très étonnant, mais du coup là-bas il y avait les éditions Ronfeuille. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que bah en particulier ils publient pas mal d'ouvrages d'artistes sinophones, mais pas que ça. C'est en partie eux qui ont publié Nuit étoilée de Jimmy Liao, dont je vous ai beaucoup parlé dans plusieurs vidéos. Je vous ai dit que c'était un coup de cœur, je vous ai promis une vidéo coup de cœur, mais j'ai trop la flemme de la tourner, mais promis. J'ai pu parler avec l'éditeur, j'ai pu parler avec le traducteur de Jimmy Liao. Ils sont hyper gentils, vraiment. Ils sont hyper aimables, hyper avenants et surtout hyper passionnés par le travail et par Jimmy Liao, enfin vraiment. Et du coup je suis pas repartie les mains vides, j'ai acheté 2 albums du coup de Jimmy Liao chez cette maison d'édition. Le poisson qui me souriait, j'en ai déjà parlé dans mon vlog d'albums, de manga, etc. Je mettrai en barre d'infos le lien avec la timeline si ça vous intéresse pour voir mon avis. Et le rocher bleu, alors celui-là
Je l'avais pas encore lu et j'ai pas envie de m'apesantir maintenant parce que sinon on va jamais finir. Mais Le Rocher Bleu en fait, j'avais pas encore lu et l'un des éditeurs en fait m'en avait parlé et il s'est mis à pleurer en fait. Il a pas pu contrôler ses larmes tellement il était ému de la richesse empathique et universelle et humaine de cet album-là. Grosso modo, pour vous faire un résumé, c'est un rocher en fait qui va parcourir le monde, qui va être recueilli par des gens pour ensuite être abandonné, qui va un peu récolter toute la misère du monde sous plusieurs facettes. Et lui, ce qu'il veut le plus, c'est de retourner chez lui en fait. Et du coup, c'est tout un voyage comme ça et c'est très beau. Franchement, je comprends totalement que ça les fait chialer. C'est le genre d'album où à la première lecture, j'ai senti qu'il y avait un sentiment vivifiant et très intense qui me prenait presque aux tripes, mais plutôt d'abord au cœur, genre à la gorge. Et j'étais waouh, enfin ok, je suis en train de vivre quelque chose, c'est beau, je sens vraiment humainement sa puissance. Mais je me dis, il y a encore à creuser et je pense que plus je l'analyserai et plus je serai touchée par cet album-là. C'est comme pour Nuit étoilée. Après Nuit étoilée, j'avais éclaté en larmes à la fin direct. Mais Le Rocher Bleu, c'est beaucoup plus subtil. Il y a beaucoup plus de choses, j'ai l'impression sous-jacent, beaucoup plus d'interprétations également à avoir selon les personnes, selon votre vécu, etc. C'est très poétique, encore une fois, Jimmy Yao. Il a une manière, en fait, de conter en partant d'un vécu, de son vécu personnel, mais pour en faire une histoire universelle en fait. Et à travers sa poésie, à travers son empathie, sa tolérance, son ouverture d'esprit, sa compréhension du monde, des gens, des enfants, des adultes, de ce qu'on traverse. Et c'est beau, c'est assez ouf, voilà. Et je trouve que ouais, c'est vraiment cet album, c'est du génie. Plutôt que de faire une vidéo coup de cœur juste sur Nuit étoilée, pourquoi pas faire une vidéo coup de cœur auteur Jimmy Yao, tu vois, pour montrer Nuit étoilée, mais également cet album-là. Mais après, j'ai peur que ça dure trop longtemps, parce que Nuit étoilée, ça dépend. Peut-être qu'en vrai, j'aurais pas grand-chose à dire parce que je vais devoir quand même trancher avec ce que je trouve pertinent à dire. Jimmy Yao. Incroyable, le boss. On verra si ce vlog sort ou alors j'ai trop la flemme. Enfin, j'espère que j'aurai pas la flemme. Et j'espère que je vous présenterai au moins 2 romans parce que sinon, eh ben, c'est pas ouf. À suivre pour voir ce que je lis. Mais pour l'instant, je vais faire une sieste. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. J'ai déjà dit ça. Je suis en train de tourner en rond. Ça me saoule. Mais à tout de suite, c'est tout. Voilà. Ciao. Hey, je vous retrouve pour le 15 août et devinez qui est allé se rendre au travail alors qu'on est un jour férié et que du coup bah à mon travail on travaille pas et du coup j'y suis allée pour rien parce que je pensais que au final malgré tout même si le magasin était fermé et bah fallait aller travailler. Bref, c'est moi. Du coup, je me suis apprêtée, j'étais allée, au final je suis confrontée à des portes fermées, je suis rentrée, je me suis dit bah vas-y je vais filmer et voilà. Ce vlog, j'ai hésité à le continuer et je me suis dit est-ce que je commence un autre plus tôt où là je vais vraiment lire, où je vais présenter des lectures etc. Parce que là j'ai lu un peu mais il n'y a pas forcément des trucs qui m'ont vraiment enjaillé. Mais je vais quand même faire un effort pour en parler. Mais je vais pas parler que de lecture de romans, je vais également parler de manga, de dessins animés en fait, un peu tout ce qui enjaille un peu mon été. Comme je peux pas partir en vacances, et je trouve mon bonheur, de la fraîcheur dans les œuvres littéraires, les œuvres cinématographiques, etc. Voilà, je vais vous présenter un peu brièvement tout ça, j'espère que ça va vous faire passer un bon moment. Sur Netflix avait été annoncée la saison 3 d'un anime, d'un shoujo qui est assez connu, qui est Kimi ni Todoke. Et du coup quand j'ai vu que la saison 3 a été annoncée après presque 15 ans d'arrêt, j'étais en mode waouh le miracle et ça m'a donné envie en fait de me replonger dans ce shoujo parce que c'est l'un des rares shoujo avec lesquels je me dis il y a des chances que si je le relis maintenant ce soit pas problématique même avec mon œil adulte et j'ai eu raison. Et du coup j'ai repris depuis la saison 1
Et là j'en suis à la saison 2, mais déjà la saison 1 j'ai adoré. Alors déjà pour ceux qui savent pas, en fait en français, en manga ça a été traduit par Sawako de Karo Shina, publié chez Kana. Dans ce manga là on suit une héroïne, Sawako, qui est surnommée Sadako au lycée parce que elle a une attitude assez austère, très réservée. Elle a également la même coupe que un personnage emblématique dans le cinéma japonais qui est Sadako. Si vous avez regardé The Ring, c'est la fille avec les longs cheveux noirs qui sort de la télé pour te tuer, etc. après malédiction. Et du coup les gens pensent que Sawako est maudite parce qu'elle fait super peur et elle a du mal à aller vers les autres. Ils développent plein de préjugés sur elle et ils pensent qu'elle est maudite, que c'est une sorcière, qu'elle peut faire ci, qu'elle peut faire ça, et ça va du coup l'empêcher elle en fait d'aller vers les autres parce que les autres ne sont pas du tout réceptifs. Sauf qu'elle rencontre du coup ce mec, Kazehaya, qui est le mec hyper populaire, hyper extraverti, hyper sociable, et elle l'admire de ouf parce qu'elle aimerait être comme lui. Et lui c'est quelqu'un qui est hyper prévenant, qui est hyper ouvert d'esprit, qui a aucun préjugé, et il arrive à l'accepter comme elle est en fait, à pas se laisser brider par tous ces stéréotypes là. Et du coup vont se nouer entre eux une amitié qui va se développer en attirance également, mais pas que ça, puisque du coup Sawako elle va également apprendre à aller vers les autres, à développer un réseau d'amitié, un réseau social où elle va sortir de sa zone de confort pour voilà montrer vraiment qui elle est, montrer toute sa richesse, sa personnalité, et par exemple trouver ses deux meilleurs amis là, et c'est trop mignon. Et la saison 1 je l'ai dévorée et je m'en suis même pas rendu compte tellement j'ai été happée, tellement ça a été vraiment ma dose de fraîcheur, de bonheur. Tu sais, quand tu rentres du boulot, t'es déchiré, t'es défoncé, t'as dû servir plein de clients et tout, et du coup là tu te calmes et t'es dans ton petit cocon, tu retrouves des personnages qui sont tellement attendrissants, rafraîchissants. Genre Sawako c'est une héroïne mais je l'aime d'amour, elle est trop mignonne, elle a une petite pouille, t'as juste envie de lui faire des câlins, de devenir amie avec elle, de ne plus jamais la laisser subir une solitude qu'elle pense mériter. En fait elle pense être faite pour la solitude parce que à chaque fois qu'elle essaie d'aller vers les autres, de communiquer, ça se passe toujours mal, et elle se remet en question et tout. Et du coup elle est tellement pure parce que à chaque fois qu'elle va avoir des accomplissements sociaux en quelque sorte, quand elle arrive à aller vers les autres, même les plus anodins, elle va y accorder tellement de reconnaissance, genre quand les gens te saluent, quand ils vont en classe, etc. Genre c'est des petits trucs hyper banals pour nous, mais en fait ça te permet de te remémorer, de te dire ah ouais en fait c'est des marques qui sont tellement précieuses, qui t'ancrent en fait dans un groupe, dans une communauté où tu te sens accepté, tu te sens aimé. Tout ça tu le redécouvres à travers les yeux de l'introvertie Sawako, de la fille qui est réservée, qui est toute timide, etc. Et du coup il y a quelque chose qui est tellement pur, tellement rafraîchissant parce que tu reviens aux bases un peu, et bref c'est trop mignon. Et puis du coup pour les autres personnages, je les adore, ces deux meilleurs amis là. En fait ce que j'aime trop dans ce cast là, c'est que au niveau des personnages féminins, tous les personnages féminins ont leurs points forts et points faibles évidemment, mais elles sont toutes différentes les unes des autres, et c'est pas le truc en mode ouais elle est genre elle a plus de caractère, elle est plus intéressante à développer que tel personnage. Non, elles sont toutes uniques et elles forment une cohésion féminine qui fait tellement du bien à voir, et c'est en fait du girl power en fait. Genre elles se soutiennent, elles rigolent ensemble, elles s'apportent mutuellement des choses, voilà, elles s'admirent, enfin, c'est juste tellement rafraîchissant. Au niveau des mecs, du coup t'as lui et t'as un autre mec, mais alors pour là où j'en suis à la saison 2, mais ces mecs là ils sont... En fait c'est trop cool parce que tu sais juste avant, enfin il y a quelques temps j'avais filmé un vlog où je relisais des shoujo que j'adorais, et j'avais relevé plusieurs trucs problématiques notamment au niveau des love interest, et ça m'avait saoulée en fait parce que tu sais ça te casse un peu tes illusions d'enfance, tes fantasmes d'adolescence quand tu avais un crush sur tel ou tel personnage. Mais là les mecs ils sont juste mais tellement adorables et tellement rafraîchissants. Certes parfois tu sais ils vont avoir des défauts ou des comportements de jalousie ou quoi, mais ça va pas se développer en possessivité malsaine ou quoi, et ça va pas encager, je sais pas si ça se dit, mais mettre en cage les personnages féminins. Non pas du tout. Il y a également par exemple les questions autour de la communication, comment faire valoir sa personnalité, échanger avec les autres en essayant de surmonter tous les préjugés qui peuvent embuer l'environnement scolaire. Et vraiment la saison 1 je trouvais qu'elle était très complète, que ce soit au niveau du développement des amitiés, de l'intégration de Sawako en fait dans un environnement social, comment elle arrive à sortir de sa zone de confort, parce que tu vois toutes les petites étapes et c'est tellement délicat et c'est tellement
bien pensé, tout est bien réfléchi au niveau psychologique également, mais c'est jamais lourd, tu vois, c'est vraiment tout délicat, c'est doux et c'est apaisant. Mais parfois il y a des choses, je me demande, ah putain, ça faut aller quand même le penser, tu vois. Et en même temps c'est hyper cohérent avec le personnage. Après là je suis dans la saison 2 elle est beaucoup plus courte. Et je me dis heureusement parce qu'à saison 2 je suis moins emballée parce qu'on est vraiment sur les tropes de miscommunication entre les deux amoureux, parce que voilà, ils veulent pas s'avouer leurs sentiments, du coup il y a des quiproquos, ça crée plein de dramas, ça crée plein de pleurs, etc. Et je suis en mode... J'ai pas assez d'empathie pour ça, genre je m'en fous. Genre, bref, voilà, mais j'ai hâte d'arriver jusqu'à la saison 3, parce que je crois qu'à la saison 3, du coup, ils sont ensemble, les couples sont formés. Et j'ai hâte de voir comment on va profiter, en fait, de cette officialisation de leur relation. D'habitude, tu sais, j'aime bien quand c'est platonique, et ensuite, quand ça s'officialise, et bah, je me lasse très facilement, mais je pense que là, je serais quand même assez investie dans leur histoire, parce que, en fait, ce qui est trop cool avec ce shoujo, c'est que c'est très pur. Mais vraiment, en fait, ils doivent passer 1 milliard d'épisodes avant qu'ils se touchent la main, avant qu'il y ait un petit bisou, tu vois, le petit bisou, c'est vraiment le summum de la sensualité. Je sais pas, je trouve que c'est hyper rafraîchissant, c'est tout. C'est juste trop pur et trop douillet. Ça prend le temps de développer les amitiés également. Genre, à un moment, t'as une fille, je crois, elle, qui dit que elle, enfin, genre, ce que elle partage avec le mec, et bah c'est pareil en fait que ce qu'elle partage avec ces deux-là, tu vois, ça reste tout autant de l'amour. Et ça m'a... J'étais, oui, évidemment, enfin, pour moi l'amitié vaut autant que la romance. Et l'opening de la saison 1, mais j'ai grandi avec cet opening, je l'adore. Et même maintenant, quand je suis en train de le chanter, d'écouter, je suis en train de sourire comme une débile. Et puis en plus, il y a une version avec les doubleurs qui chantent du coup l'opening, du coup... T'as l'impression d'entendre des personnages en train de chanter et ça crée une cohésion, ça crée un sentiment d'appartenance à ce petit cocon de personnages qui fait que c'est hyper doux. Bref, voilà, j'arrête pas de me répéter et j'ai déjà beaucoup parlé, mais sinon en dehors de ça, j'ai aussi regardé Galactic Football. Vous savez, c'est le dessin animé de foot intergalactique qui passait dans Gully Good sur Gully vers 17h dans les années 2010. Là je suis à la saison 2, je suis à la fin de la saison 2 et c'est vrai que j'avais peu de souvenirs. Et en vrai, donc il y a des trucs qui sont moins bien que dans mes souvenirs, genre l'animation, vraiment parfois dans l'animation, dans les matchs de foot ou dans les matchs d'entraînement, en fait ils réutilisent des séquences qu'ils avaient utilisées 3 secondes avant pour gagner du temps sur l'épisode. Et genre c'est tellement flagrant et c'est tellement maladroit et c'est hyper lourd à voir. Mais bon, en dehors de ça, au niveau des personnages, j'aime bien les personnages. En fait, j'aime bien parce qu'ils sont tous imparfaits, tu vois. Genre, t'as Dijo qui est insupportable, mais les autres, ils ont aussi leurs petits défauts. C'est d'autant plus intéressant et touchant de les voir comment ils évoluent par la suite, comment ils peuvent atteindre leur, entre gros guillemets, rédemption, parce que c'est jamais trop grave. Mais voilà, du coup, ça stimule notre attachement, notre investissement dans leur développement. Et pour moi, Mei et Tia, c'est vraiment les bestes de l'équipe. Genre, c'est des queens. Bref, voilà, j'en ai fini avec les séries animées, tout ça. Maintenant, on se concentre sur les romans. Du coup, là, je suis en train de lire Game of Thrones, le tome 2. J'avance très lentement parce que j'aime bien. Mais déjà je le lis en anglais donc en vrai c'est assez fastidieux, mais je pense que c'est moins fastidieux que la traduction en français parce que la traduction française, je crois que je l'ai déjà dit sûrement, je la supporte pas. Mais le truc c'est que là dans le tome 2 il y a plein d'enjeux qui se dessinent, il y a plein de clans, il y a plein d'alliances ou de divergences, etc. avec des personnages. J'arrive jamais à m'en rappeler. Et il y en a tellement et j'essaye en fait de me focaliser sur ce qui est le plus important, les personnages les plus importants, mais je sais pas c'est quoi qui va revenir, qui est vraiment pertinent, ou alors, tu sais, je sais pas si c'est un truc hyper pertinent, ou alors c'est juste un truc fourre-tout en mode oui voilà pour nourrir l'univers, mais pour le rendre pertinent pour ceux qui sont hyper intéressés, investis, pour fouiller un max le délire, mais moi non en fait, tu vois. Et du coup pour l'instant j'ai une vue d'ensemble, je sais ce qui se passe grosso modo, mais il y a des petites miettes, j'arrive pas à les choper, j'arrive pas à les comprendre, et du coup ça me ralentit de ouf parce que parfois je finis des pages et je suis en mode mais j'ai l'impression de m'en foutre un peu, tu vois. Et voilà, du coup je suis investie dans ce qui se passe autour des personnages principaux, mais là il y a des nouveaux personnages et je me dis est-ce que si je les oublie, en plus il y a plein de noms
et parfois je les confonds, parfois je les oublie, je sais plus qui a fait quoi. Faudrait que je prenne en note, mais j'ai trop la flemme. Donc voilà, je pense que cette lecture ça va s'étaler sur au moins un mois ou deux. Et bon, on verra. Je vais quand même faire l'effort de vous présenter 2 courts romans que j'ai pu lire, parce que ça me saoule de faire un vlog sans vous présenter de romans. J'ai pu lire Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-jo, publié chez les éditions Nil. Alors ce titre m'a interpellée parce que je l'avais vu sur un réel sur Instagram. Apparemment c'est un livre conseillé par Namjoon de chez BTS. Donc je me suis dit bon, je vais faire confiance en ses tastes. Et en gros, dans ce très court roman, on retrace la vie d'une coréenne, son parcours de vie et son parcours scolaire, professionnel, qui a été semé d'embûches à cause de tous les préjugés misogynes, à cause de toutes les discriminations sexistes qu'elle a subies. Et du coup, son histoire à elle, en fait, c'est une histoire universelle, que ce soit pour les femmes en Corée, mais en fait que tu peux transposer dans plein d'autres sociétés. Et c'est surtout un livre presque documentaire en fait, pour montrer comment la société coréenne fonctionne, comment elle réprime les libertés des femmes, comment elle ne les favorise pas, que ce soit au niveau de l'opinion publique, au niveau du monde professionnel, etc. Même si en fait ce sont des choses, des situations qui sont hyper dures à encaisser et qui sont encore d'actualité et qui sont valables dans plein d'autres pays. Mais dans la société coréenne, bah t'as encore ce côté traditionnel en mode c'est mieux d'avoir des enfants garçons que des enfants filles. Quand quelqu'un enfante une fille, bah ça génère quand même pas mal de déceptions. Parce que l'homme est un peu synonyme de prestige, de sécurité familiale. Donc voilà, en vrai c'était intéressant, mais comme c'était surtout, je trouvais un truc un peu documentaire, tu vois, bah, j'ai pas senti beaucoup d'attachement, j'étais hyper détachée des personnages et émotionnellement du coup ça manquait énormément. Donc voilà, c'était une lecture passable, ça reste intéressant. Et ensuite, avant de vous laisser tranquille, j'ai lu hier Normal People de Sally Rooney chez les éditions de l'Olivier. C'est un livre qui m'intéressait de ouf parce qu'il avait fait beaucoup de bruit. Et d'un autre côté, je savais pas à quoi m'attendre avec ce livre. En fait, je pensais que c'était un livre sur l'amitié et pas du tout. Mais en fait, si peut-être, c'est un peu compliqué. Mais en gros, tu suis l'évolution d'une relation entre 2 jeunes personnes. Et c'est un mec et une fille, ils s'éloignent, ils se rapprochent, leur relation est indéfinie, ils pataugent énormément. Et sur Amazon, il y avait cette critique qui disait que Sally Rooney réussit le tour de force de donner une dimension unique et universelle à cette histoire. Porté par des dialogues saisissants de justesse, Normal People est un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe, sur les errances affectives et intellectuelles d'une génération qui n'a plus le droit de rêver, mais qui s'entête à espérer. Et je comprends, genre je l'ai passablement ressenti tout ça, et parce qu'il y a quelque chose de vraiment spécial dans la plume, dans la manière dont elle décrit les dialogues, les attitudes des personnages, leurs sentiments. Il y a une profondeur psychologique qui permet en fait de vallonner leurs relations, leur personnalité, tout ce qu'ils éprouvent, leurs attitudes, etc. C'est jamais lisse, tu vois. Elle va esquisser une toile de leur vie, de leur jeunesse, de comment ils évoluent, avec un naturel. En fait, t'as l'impression de contempler, de voir un film, mais hyper réaliste. Mais j'ai été malgré tout détachée des personnages, parce que je sais pas, j'ai pas été touchée. En fait, c'est entièrement subjectif. Je comprends qu'on puisse être touché parce qu'il y a vraiment un charme particulier à sa plume, mais personnellement, j'ai pas été investie émotionnellement avec les personnages. Ça n'a pas donné envie plus que ça d'essayer de les décortiquer, de les comprendre, même s'il y a eu des moments, des passages, genre ça va pas, comment dire, je sais pas comment dire, mais ça va pas sublimer ou ça va pas idéaliser, ça va pas rentrer dans les clichés de comment fonctionnent certains personnages, certains ados, etc. Parce que c'est juste réaliste, mais c'est... En fait, ça me saoule d'utiliser le mot réaliste parce que ça veut tout et rien dire parfois, tu vois, il y a plein de degrés de réalisme, et là, ce degré-là, c'est un degré où t'es en mode, ce sont des situations, j'aurais pu les vivre, tu vois, dans ma vie quotidienne, dans des jours hyper banals, et voilà. Et en même temps, à travers ces jours banals-là, elle arrive à retranscrire la richesse des personnages, comment ils fonctionnent, et à donner un fil narratif qui peut tenir. Moi, comme je t'ai dit, bah, j'ai pas été investie, je l'ai lu, à la fin j'étais quand même pas mal lassée, parce que bah, je m'en foutais des personnages, et je savais pas trop où ça nous menait l'histoire, j'ai pas été plus intéressée que ça. Donc voilà, en vrai c'est une expérience de lecture, et pourquoi pas si vous voulez vous y lancer. Voilà, j'ai fini, j'espère que ça vous a quand même plu, j'espère que ça vous a intéressé.
J'essaye de lire hein, pour vous présenter de bonnes lectures et tout, mais c'est un peu compliqué. Et voilà, dites-moi ce que vous lisez, j'espère que vous passez un très bon été, de très bonnes vacances malgré la chaleur. Merci, merci, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour d'autres vlogs qui seront beaucoup plus riches peut-être, j'espère, en romans. Et d'ici là, passez de bonnes vacances, encore une fois, ayez de bonnes lectures et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!